En 1847, dans l'atmosphère lourde et poisseuse de la Nouvelle-Orléans, un médecin nommé Dr Augustus Lavigne consignait dans son journal intime des faits qui allaient rester scellés pendant plus d'un siècle au fond des archives municipales de la ville. Sur une période de 18 mois, ce praticien ambitieux, formé aux meilleures écoles de Philadelphie, avait assisté à l'accouchement de 47 femmes esclaves réparties sur 7 plantations de la paroisse de Saint-Charles, le long du Mississippi. Ce qu'il vit défiait toutes les lois de la nature telles qu'on les comprenait alors. Chaque nouveau-né, sans exception, présentait une peau d'albâtre, des yeux clairs et des traits absolument impossibles à distinguer de ceux des enfants blancs de la haute société créole. Mais le plus troublant n'était pas leur apparence, c'était leur destin immédiat, car chaque nourrisson disparaissait mystérieusement dans les jours suivant sa naissance, sans laisser d'autres traces qu'une mention native dans les registres paroissiaux. Lavigne, d'abord intrigué, puis horrifié par ce schéma systématique, tenta d'alerter les autorités locales sur ce qu'il considérait comme une anomalie médicale ou une tragédie humaine à grande échelle, mais sa quête de vérité fut brutalement interrompue lorsqu'on lui signifia que ses services n'étaient plus requis auprès des grandes familles de planteurs. 3 semaines plus tard, son corps sans vie fut repêché dans les eaux sombres du fleuve Mississippi, son précieux registre ayant disparu avec lui, et bien que sa mort fût classée comme un accident dû à l'ivresse, le silence qui suivit ne fit qu'amplifier le mystère de ces naissances clandestines qui continuèrent de se propager à travers la Louisiane comme une peste orchestrée par des mains invisibles. Ces enfants, dont le nombre se compta bientôt par centaines, furent absorbés par un réseau si sophistiqué et si discret que même les historiens modernes peinent encore aujourd'hui à en retracer la géographie exacte, laissant derrière eux des mers éplorées et une vérité enterrée sous les couches de la hiérarchie raciale rigide du Sud d'avant-guerre. Pour comprendre comment une telle machine a pu fonctionner au grand jour, il faut plonger dans le New Orleans des années 1840, une cité de contrastes violents où l'élégance française des maisons de l'opéra côtoyait l'horreur des marchés aux esclaves et où la fortune des barons du sucre reposait sur un contrôle absolu des corps. Dans ce monde, la couleur de la peau était la frontière entre la liberté et la servitude, mais pour ceux qui géraient le réseau, elle était devenue une marchandise de luxe, une opportunité de profit cynique qui transformait des bébés noirs en héritiers blancs pour des familles prêtes à payer le prix du secret. Lavigne n'était pas un abolitionniste convaincu, il était simplement un homme de science attaché à ses dossiers. Mais son obsession pour la documentation méticuleuse fit de lui l'homme le plus dangereux de la paroisse, car ses notes prouvaient que l'immuabilité de la race n'était qu'une fiction juridique maintenue par la terreur. Le système, conçu pour protéger la pureté des lignées et la stabilité de l'économie esclavagiste, s'était retourné contre lui-même en créant une catégorie d'êtres humains qui n'auraient jamais dû exister selon leurs lois, des enfants légalement esclaves mais physiquement indiscernables de leur maître. L'affaire de la plantation Dufour fut le premier véritable signal d'alarme pour Lavigne, lorsqu'il fut appelé en pleine nuit pour secourir Céleste, une jeune femme à la peau sombre dont l'accouchement se présentait mal. Et après des heures de lutte acharnée à la lueur des bougies, il mit au monde une petite fille d'une pâleur de crème aux yeux d'un bleu profond. La réaction de la mère ne fut ni la joie ni la surprise, mais une résignation glaciale, un masque de terreur pure alors qu'elle refusait de croiser le regard du médecin, sachant déjà que son enfant lui serait arraché avant même d'avoir pu connaître le goût de son lait. Lorsque Lavigne revint 3 jours plus tard pour examiner la convalescente, le berceau était vide, et le régisseur Garrett lui affirma froidement que le nourrisson était mort de fièvre pendant la nuit et avait déjà été enterré dans une fosse commune sans qu'aucune autopsie ne soit permise. Ce scénario se répéta avec une régularité mathématique sur les propriétés des Heddle, des Fourier et des Becknell, chaque fois avec les mêmes explications évasives sur des constitutions faibles ou des morts subites, alors que le médecin savait pertinemment que ces bébés étaient en parfaite santé lors de leur premier cri. Les mères, traumatisées et surveillées, répétaient les mêmes phrases apprises par cœur, tandis que les propriétaires terriens continuaient de mener leur vie de gentlemen cultivés, fréquentant les salons parisiens et collectionnant l'art européen, tout en finançant dans l'ombre l'effacement systématique de leur propre progéniture pour préserver leur rang social.
Ce que Lavigne avait découvert sans le vouloir, c'était le grand mensonge de la société sudiste. La frontière raciale était poreuse et ceux qui prétendaient la défendre étaient les premiers à la franchir pour satisfaire leurs désirs avant de vendre les preuves vivantes de leurs actes à des intermédiaires qui les réinjectaient dans la société blanche sous de nouvelles identités. Le réseau comprenait des avocats véreux pour falsifier les actes de naissance, des sages-femmes payées pour le silence et des courtiers spécialisés qui transportaient ces enfants de l'ombre vers le nord ou vers l'Europe, où ils grandiraient sans jamais soupçonner leurs origines. Chaque enfant vendu représentait une somme colossale, bien supérieure à ce qu'un esclave ordinaire aurait rapporté sur un bloc d'enchères, car ils offraient à des familles blanches stériles ou en mal d'héritiers la possibilité d'une lignée parfaite, exempte de soupçons. La tragédie de Lavigne fut de croire que la loi de Louisiane, représentée par des hommes comme le juge Beaumont, protégerait ces innocents, alors que le juge lui-même n'était qu'un rouage de cette immense machine à profit, lui conseillant de retourner à sa pratique et de fermer les yeux s'il tenait à sa carrière et à sa vie. Le médecin, acculé et ruiné par le boycott des planteurs, passa ses dernières nuits à recopier fébrilement ses registres, cousant les pages dans la doublure de son matelas et rédigeant des lettres désespérées à une sœur disparue depuis longtemps, dans l'espoir que quelqu'un un jour trouverait la preuve de ce crime contre l'humanité. Sa mort dans les eaux du fleuve ne fut pas la fin de l'histoire, mais le prologue d'une quête de vérité qui allait traverser les générations, portée par le souvenir de ces mères qui, comme Marie sur la plantation Fourier, suppliaient qu'on écrive leur histoire pour que le monde sache que leurs enfants avaient existé. Le destin de ces premiers 47 enfants n'était que la partie immergée d'un iceberg qui s'étendait jusqu'en France et au-delà, créant des milliers de lignées blanches dont les descendants ignorent encore aujourd'hui qu'ils portent en eux le sang de femmes qui ont tout sacrifié pour un silence imposé par la cupidité de leur maître. La machine était si bien huilée qu'elle survivit même aux premières rumeurs de guerre civile, s'adaptant aux changements politiques pour continuer son commerce macabre dans le chaos des années 1850, car tant qu'il y avait de l'argent à gagner et des réputations à sauver, le réseau trouvait toujours un moyen de faire disparaître les preuves de la transgression. Les plantations le long de la rivière n'étaient pas seulement des usines à sucre, elles étaient des laboratoires d'ingénierie sociale, où l'on testait les limites de l'identité humaine, broyant les familles pour construire des fortunes et des légendes familiales qui perdurent encore dans les manoirs de New Orleans. Le docteur Lavigne est peut-être mort dans l'anonymat d'une fosse commune au Dijon, au cimetière Saint-Louis, mais le venin de son découverte continuait de couler dans les veines de la ville, une vérité toxique qui attendait le moment propice pour refaire surface et détruire les illusions de pureté sur lesquelles tout un empire avait été bâti. Dans les quartiers des esclaves, on chuchotait son nom comme celui d'un martyr, mais on savait aussi que son courage n'avait servi qu'à durcir la vigilance des bourreaux, rendant les disparitions encore plus rapides et les secrets encore plus impénétrables pour ceux qui restaient derrière les clôtures de Cannes. Cette première partie de notre récit n'est que le voile qui se lève sur une conspiration mondiale, un voyage qui nous mènera des bayous étouffants de Louisiane au Salon doré de Paris, sur les traces de ces enfants volés à l'histoire et transformés en fantômes vivants par la volonté d'une élite sans scrupules. Chaque détail consigné par Lavigne, chaque crise étouffée dans les cabanes de bois, chaque transaction signée dans l'ombre des bureaux d'échange constitue une pièce d'un puzzle monstrueux que nous allons assembler ensemble pour honorer la mémoire de ceux que le système a voulu effacer de la mémoire des hommes à tout jamais. Tandis que les eaux du Mississippi emportaient les derniers secrets du docteur Lavigne, l'onde de choc de ses découvertes traversait déjà l'océan à bord des paquebots à vapeur reliant la Louisiane au port de Bordeaux, transportant des cargaisons bien plus précieuses et illicites que le tabac ou le coton. À Paris, sous les dorures des salons du Second Empire, une femme d'influence, nommée la baronne de Valois, orchestrait avec une précision chirurgicale l'accueil de ces colis de porcelaine, des nourrissons dont l'origine était soigneusement effacée dès leur descente des navires dans les ports français. Le réseau n'était plus une simple affaire de planteurs locaux, mais une entreprise transatlantique impliquant des diplomates corrompus et des banquiers suisses qui voyaient dans cette manipulation génétique une opportunité de redessiner l'aristocratie européenne sans éveiller les soupçons de la vieille noblesse.
Chaque enfant arrivant sur le sol français recevait une généalogie fictive, souvent présentée comme l'orphelin d'une branche lointaine d'une famille établie à Saint-Domingue ou en Martinique, permettant ainsi d'injecter du sang neuf dans des lignées s'étiolant, tout en garantissant un secret absolu sur la véritable identité des mères restées dans les baraquements de Louisiane. En 1852, un jeune archiviste du ministère de la Marine, Henri de la Tourette, commença à remarquer des irrégularités troublantes dans les manifestes de cargaison de la compagnie maritime L'Étoile du Sud, notant que des cabines entières étaient réservées pour des nourrices qui ne débarquaient jamais avec les passagers officiels. Sa curiosité le mena dans les bas-fonds du Havre, où il découvrit que des certificats de baptême étaient produits en masse par un prêtre défroqué, attribuant des noms illustres à des bébés dont le teint trop parfait cachait un héritage interdit par les lois raciales de l'époque. La machinerie était si vaste que même les services de renseignement de Napoléon III semblaient fermer les yeux, car plusieurs membres éminents de la cour auraient eux-mêmes bénéficié de ce commerce pour assurer leur descendance, créant un pacte de silence qui s'étendait des Tuileries aux plantations de la Nouvelle-Orléans. Le docteur Lavigne avait raison de craindre pour sa vie, car il n'avait entrevu que la base d'une pyramide dont le sommet se trouvait à des milliers de kilomètres dans les bureaux de change de la City de Londres et les alcôves de Versailles où l'on décidait du destin de ses enfants comme on déplaçait des pions sur un échiquier géopolitique. Les mères esclaves, dont la douleur était le moteur invisible de cette économie, n'étaient pour ces hommes que des incubateurs d'élite, sélectionnés pour leur beauté et leur santé, afin de produire des sujets capables de s'intégrer parfaitement dans la haute société blanche. Henri de la Tourette, malgré les avertissements de ses supérieurs, continua son enquête, traquant les flux financiers qui reliaient les profits du sucre au compte de la baronne de Valois, réalisant avec horreur que le réseau utilisait des méthodes de marquage invisibles, des petits tatouages sous l'aisselle ou derrière l'oreille, pour identifier ses enfants au cas où leurs traits changeraient en grandissant. Cette obsession de la pureté et du contrôle social transformait l'Europe en une vaste blanchisserie humaine, où le crime originel de l'esclavage était transformé en vertu aristocratique par la magie de la falsification documentaire et de la complicité étatique. Dans les rues brumeuses de Londres, un détective privé engagé par une famille de planteurs repentis commença à faire le lien entre les disparitions de Louisiane et l'apparition soudaine de jeunes héritiers dans les internats les plus prestigieux d'Angleterre, mais chaque témoin qu'il tentait d'interroger disparaissait ou changeait brusquement de version après avoir reçu une visite anonyme. Le réseau ne se contentait pas de vendre des enfants, il créait une nouvelle classe de citoyens redevables à leurs mystérieux protecteurs, une armée de l'ombre infiltrée dans les centres de pouvoirs européens, ignorant tout de leur sang noir, mais portant en eux la preuve vivante de l'hypocrisie du monde occidental. Les archives de l'époque, souvent détruites pendant les révolutions ou les guerres, ne laissent aujourd'hui que des fragments de cette conspiration, mais les lettres privées de la baronne de Valois, retrouvées bien plus tard, révèlent une froideur glaçante quant au sort des spécimens qui ne répondaient pas aux critères esthétiques exigés par les clients. Ces enfants défectueux étaient simplement abandonnés dans des orphelinats insalubres ou renvoyés discrètement vers les îles, effacés une seconde fois d'une existence qui n'avait jamais été la leur. La sophistication des méthodes utilisées, des faux naufrages organisés pour justifier la mort de certains nourrissons, aux mariages arrangés pour diluer davantage les lignées, montre que nous ne sommes pas face à un simple trafic, mais face à une ingénierie sociale délibérée visant à prouver que la race n'était qu'une construction manipulable par l'argent et la complicité étatique. Henri de la Tourette finit par perdre son poste et sa santé mentale, obsédé par l'idée que Paris était peuplé de spectres dont les racines plongeaient dans la boue des bayous, mais ces notes cachées dans les murs d'un appartement de la rue du Bas allaient devenir la clé pour les futurs chercheurs tentant de comprendre l'ampleur du mensonge. Le monde de 1850 était un théâtre d'ombre où les identités s'achetaient et se vendaient, où la peau blanche était un masque que l'on pouvait apposer sur n'importe quel visage pourvu qu'on en ait les moyens, et où la vérité de l'origine de l'humanité était sacrifiée à l'autel de la stabilité sociale et de la fortune.
Cette seconde phase du réseau démontre que le péché de la Louisiane n'était pas un incident isolé, mais le point de départ d'une contagion mondiale, une tache indélébile sur le linge fin de la civilisation européenne qui, pendant des décennies, a feint l'ignorance tout en se nourrissant du fruit de ce commerce immable. Chaque navire qui quittait l'embouchure du Mississippi n'emportait pas seulement des passagers, mais emportait des fragments d'une vérité qui, si elle était révélée, aurait pu faire s'effondrer les structures mêmes des empires coloniaux et des monarchies vieillissantes de l'Ancien Monde. La baronne de Valois, avec son sourire énigmatique et ses relations s'étendant jusqu'aux confins de la Russie tsariste, était la gardienne d'un secret qui liait le destin des opprimés aux plus hautes sphères du pouvoir, créant une fraternité invisible de l'ombre qui perdurerait bien après l'abolition officielle de l'esclavage. Les enfants de Lavigne étaient devenus les enfants du monde, perdus dans un labyrinthe de noms d'emprunts et de châteaux isolés, tandis que leur mère, dans le silence des nuits de Louisiane, continuait de regarder les étoiles en se demandant si leurs fils et leurs filles marchaient quelque part sous le même ciel, libres mais prisonniers d'un mensonge plus vaste que l'océan lui-même. La traque de ces destinées brisées ne faisait que commencer, car derrière chaque certificat de naissance impeccable se cachait une cicatrice que le temps ne pourrait jamais totalement effacer, et l'enquête de la Tourette, bien que sabotée, avait posé les jalons d'une révélation qui allait hanter l'Europe pendant un siècle, rappelant que même les secrets les plus profondément enfouis finissent toujours par chercher la lumière, peu importe le prix à payer pour ceux qui détiennent les clés de la vérité. À mesure que les années 1850 avançaient, le commerce des enfants de l'ombre ne se contentait plus des voies maritimes traditionnelles. Il s'intégrait dans les infrastructures naissantes de la modernité, transformant chaque nouvelle ligne de chemin de fer en une artère pour son trafic invisible. À Berlin, un généticien avant la lettre, le professeur von Zell, travaillait secrètement pour le réseau, fasciné par la capacité de ses enfants à masquer leur ascendance, développant des théories sur la malléabilité des traits humains qui préfiguraient les sombres idéologies du siècle suivant. Il ne voyait pas des êtres humains, mais des vecteurs de données, analysant la vitesse à laquelle les caractéristiques physiques pouvaient être stabilisées par des unions stratégiques tout en recevant des financements occultes de la part de cartels industriels désireux de créer une nouvelle élite loyale et déracinée. Pendant ce temps, en Russie, sous le règne de Nicolas Ier, des orphelinats d'élite voyaient le jour dans les environs de Saint-Pétersbourg, officiellement destinés aux enfants de la noblesse tombée en disgrâce, mais servant en réalité de centre de redistribution pour les nourrissons venus de Louisiane via la mer Baltique. Ces enfants, rebaptisés avec des noms slaves prestigieux, étaient destinés à devenir des officiers, des diplomates et des épouses de haut rang, formant une cinquième colonne d'individus dont la loyauté envers le réseau primait sur celle envers la couronne. L'efficacité de cette machine reposait sur une bureaucratie de l'ombre, où chaque transaction était cryptée dans des registres de cargaison de luxe, camouflant le prix d'une vie humaine derrière celui de la soie ou des épices rares. À Londres, un capitaine de marine marchande à la retraite, Elias Hartwell, fut le premier à documenter l'existence de ces navires fantômes qui arrivaient dans la brume de la Tamise, déchargeant des berceaux scellés avant de repartir sans avoir déclaré de passagers. Une observation qui le mena à collaborer secrètement avec les vestiges du réseau de La Tourette à Paris. Hartwell découvrit que le réseau utilisait des méthodes de conditionnement psychologique précoces, plaçant les enfants dans des familles d'accueil temporaire où tout souvenir de leur langue maternelle ou de leur environnement d'origine était systématiquement effacé par un isolement total. Les méthodes du réseau devenaient de plus en plus sophistiquées, incluant l'usage de la photographie naissante pour cataloguer les sujets et s'assurer que leur évolution physique restait conforme aux standards de la haute société, créant les premières bases de données criminelles de l'histoire, mais au service du crime lui-même.
En 1855, une fuite d'informations au sein de la banque de la baronne de Valois révéla que les profits de ce trafic étaient réinvestis dans l'achat de terres en Algérie et en Inde, étendant l'influence de l'organisation aux confins des empires coloniaux où les structures sociales étaient encore assez malléables pour absorber des populations entières sans poser de questions. Le docteur Jennings, un chercheur contemporain de Lavigne, qui avait fui à Boston, tentait de publier ses propres observations sur les enfants albinos de la Nouvelle-Orléans, mais il se heurta à un mur de silence académique, les universités étant elles-mêmes infiltrées par des donateurs dont la fortune provenait directement du réseau. La conspiration n'était plus seulement une question d'argent, elle était devenue une question de survie pour une classe dirigeante qui craignait plus que tout la révélation de sa propre bâtardise et de l'absurdité de ses préjugés raciaux. Chaque enfant inséré dans la société était une bombe à retardement biologique, une preuve vivante que la barrière entre le maître et l'esclave n'était qu'une illusion maintenue par la violence et le papier, et le réseau agissait comme une agence de nettoyage globale, effaçant les traces de la transgression avant qu'elle ne puisse déclencher une révolution sociale. À Vienne, lors des bals impériaux, on murmurait que certaines des plus belles débutantes de la saison partageaient une parenté secrète avec les femmes des plantations de Saint-Charles, mais ces rumeurs étaient étouffées par des duels ou des mariages de convenance précipités, renforçant encore plus le verrou du secret. Le réseau avait même commencé à expérimenter l'échange d'enfants entre différentes colonies, envoyant des sujets de Louisiane en Australie et des enfants des Antilles vers les cours d'Europe des Nord, créant un brouillage génétique tel qu'il devenait impossible de remonter à la source d'une lignée. Elias Hartwell, dans ses derniers écrits, comparait cette organisation à une hydre dont les têtes repoussaient à chaque fois qu'on tentait d'en trancher une, car elle se nourrissait des faiblesses les plus profondes de la nature humaine, l'orgueil, le désir de descendance et la peur de la déchéance. La logistique de cette entreprise était si parfaite qu'elle aurait pu servir de modèle aux grandes multinationales du XXe siècle, utilisant des codes de couleurs et des signaux maritimes spécifiques pour coordonner les transferts en pleine mer loin des yeux des gardes-côtes et des curieux. Les mères en Louisiane, bien que privées de leurs enfants, avaient développé leur propre langage de résistance, brodant des symboles secrets sur les vêtements qu'elles fabriquaient, espérant que ces messages parviendraient un jour à leurs fils et leurs filles par-delà l'océan. Mais le réseau interceptait la plupart de ces tissus pour les détruire ou les transformer en chiffons. Cette déconnexion totale entre le créateur et sa création était le chef-d'œuvre du réseau, transformant des êtres humains en produits standardisés, interchangeables et dépourvus de passé, prêts à remplir n'importe quel rôle dans le grand théâtre de la civilisation européenne. En 1858, le réseau franchit une nouvelle étape en s'attaquant au domaine de l'éducation, fondant des instituts privés en Suisse et en Italie où les enfants étaient formés dès leur plus jeune âge à devenir les gardiens du système qui les avait engendrés, sans jamais connaître la vérité sur leur naissance. Ces janissaires modernes constituaient la garantie que le secret de la baronne de Valois et de ses associés resterait protégé pendant des générations, car personne ne suspecterait jamais que les défenseurs de l'ordre établi étaient eux-mêmes les fruits de l'insurrection biologique la plus audacieuse de l'histoire. Le silence qui entourait ces opérations était si dense qu'il semblait absorber toute lumière, ne laissant filtrer que des bribes de récits fantastiques sur des bébés nés des nuages ou des fées, des contes utilisés pour masquer la réalité brutale des cales de navires et des transactions monétaires. Le docteur Lavigne, dans ses derniers instants, avait compris que ce qu'il avait vu dans les plantations n'était que l'escarce d'un incendie mondial, une transformation de l'humanité où la vérité serait toujours sacrifiée au profit de l'apparence et où le sang des opprimés coulerait incognito dans les veines des oppresseurs. La fin de cette décennie marqua l'apogée de cette première phase d'expansion, avec des cellules opérationnelles à New York, Londres, Paris, Saint-Pétersbourg et au Cap, toutes reliées par un fil d'argent invisible qui transmettait des ordres et des vies humaines avec la froideur d'un télégraphe.
le monde se préparait à des conflits majeurs, mais pour le réseau, la guerre n'était qu'une autre opportunité de brouiller les pistes, d'effacer des archives et de déplacer ses pions sous le couvert du chaos, assurant que la lignée des disparus continuerait de croître, silencieuse et triomphante, au cœur même des empires qui prétendaient les dominer. L'histoire de ces enfants n'est pas celle d'une disparition, mais celle d'une infiltration totale, un grand remplacement orchestré non pas par la haine, mais par la cupidité et le besoin obsessionnel de préserver une supériorité qui n'existait que sur papier et dont les échos résonnent encore dans les corridors du pouvoir mondial. À l'aube des années 1860, alors que les tambours de la guerre commençaient à résonner à travers les États-Unis, le réseau de la baronne de Valois atteignait une maturité technologique et idéologique terrifiante, transformant ce qui était autrefois un simple trafic en une véritable science de l'effacement. À Zurich, dans une clinique privée nichée sur les rives du lac, le successeur de von Zell, le docteur Julian Arnaud, un expatrié français aux manières raffinées, perfectionnait l'art de la réassignation identitaire, en utilisant les premières théories sur l'hérédité pour convaincre ses clients que le sang pouvait être purifié par l'éducation et l'environnement. Arnaud ne se contentait plus de vendre des enfants, il vendait des futurs, créant des dossiers médicaux fictifs qui expliquaient les rares résurgences de traits ancestraux par des maladies exotiques ou des atavismes européens oubliés, garantissant ainsi la pérennité du mensonge au sein des familles les plus puissantes du monde. Le réseau avait désormais infiltré les compagnies d'assurance à Londres et les études notariales à Paris, créant un système de dormants où des individus, ignorant leur origine louisianaise, étaient placés stratégiquement pour hériter de fortunes colossales sans jamais éveiller les soupçons des généalogistes officiels. En Louisiane, le chaos de la sécession imminente servait de couverture idéale pour l'opération la plus audacieuse de l'organisation, l'évacuation massive des derniers enfants de l'ombre vers le Mexique et l'Amérique du Sud, où de nouvelles colonies agricoles servaient de centre de tri avant le grand saut vers l'Europe. Un capitaine de l'Union, Samuel Sterling, découvrit lors de l'occupation de la Nouvelle-Orléans en 1862 une série de coffres-forts cachés sous le plancher d'une ancienne maison de change contenant des daguerréotypes de centaines d'enfants blancs accompagnés des noms de leurs mères esclaves. Une preuve si explosive qu'elle fut immédiatement confisquée par les services secrets fédéraux. Sterling comprit que la révélation d'une telle vérité détruirait non seulement le moral du Sud, mais ébranlerait également les fondements raciaux du Nord, car de nombreuses familles abolitionnistes de Boston et de New York figuraient parmi les clients silencieux du réseau. La guerre n'était qu'un bruit de fond pour les architectes de cette conspiration qui utilisaient les blocus maritimes pour gonfler leurs prix, transformant la rareté des sujets en une plus-value cynique, tout en s'assurant que les registres paroissiaux des plantations incendiées disparaissent à jamais dans les flammes. À Saint-Pétersbourg, le réseau s'était si bien intégré à la cour impériale que certaines rumeurs suggéraient que l'émancipation des serfs de 1861 avait été partiellement financée par les fonds secrets de la baronne de Valois, cherchant à stabiliser le marché du travail pour ses propres entreprises industrielles. Le mécanisme de l'oubli fonctionnait désormais à plein régime, soutenu par une presse internationale souvent soudoyée pour discréditer quiconque, comme le vieux docteur Jennings à Boston, osait parler de blanchiment humain ou de trafic de lignée. Les enfants, devenus de jeunes adultes dans les salons parisiens ou les académies militaires prussiennes, commençaient à occuper des postes de responsabilité, devenant les vecteurs inconscients d'une influence occulte qui ne servait plus seulement des intérêts financiers, mais une vision globale où l'identité était une monnaie d'échange universelle. Arnaud, dans ses correspondances secrètes, se vantait de pouvoir fabriquer un aristocrate à partir d'un crime, illustrant le mépris total des élites pour la vérité biologique face à la puissance du statut social et de la richesse accumulée. Le réseau avait même commencé à s'intéresser à l'anthropologie naissante, finançant des expéditions pour prouver la supériorité de certaines lignées, alors qu'ils savaient pertinemment que leur plus brillant succès était né dans les cabanes de boue des bayous. La sophistication de la fraude atteignit son apoxysme lorsque des testaments furent falsifiés pour lier des enfants du réseau à des branches éteintes de la noblesse européenne, créant des ponts financiers indestructibles entre le vieux continent et les richesses du Nouveau Monde.
Chaque fois qu'une fissure apparaissait dans le secret, comme lorsqu'une jeune femme à Rome remarquait une ressemblance troublante avec une esclave en fuite décrite dans un journal américain, le réseau intervenait avec une brutalité feutrée, orchestrant des voyages de santé précipités ou des internements dans des asiles isolés. La baronne de Valois, vieillissante mais toujours redoutable, surveillait depuis son hôtel particulier de la rue de Courcelles la croissance de cet empire de l'ombre, consciente que la fin de l'esclavage aux États-Unis ne marquerait pas la fin de son commerce, mais simplement sa transformation en un réseau de placement familial international encore plus discret. Les mères de Louisiane, vieillissant dans la pauvreté ou la liberté précaire de l'après-guerre, continuaient de chanter des berceuses à des fantômes, ignorant que leurs enfants portaient désormais des épées de cavalerie ou des diadèmes de diamants dans des contrées dont ils ne pouvaient même pas imaginer l'existence. Le destin de Samuel Sterling, le capitaine qui en savait trop, fut scellé par une balle perdue lors d'une escarmouche sans importance, et ses documents furent enterrés dans les archives classifiées de Washington, là où même les présidents n'osaient pas regarder de peur de voir le miroir de leur propre hypocrisie. Cette quatrième phase de l'histoire révèle que le mal était devenu structurel, une composante invisible de la civilisation moderne qui s'était nourrie de la chair et du sang des opprimés pour se reconstruire une image de pureté et de grandeur. Les laboratoires de Zurich et les bureaux de Paris n'étaient que les centres de commandement d'une guerre secrète contre la réalité, où chaque enfant sauvé de sa condition d'esclave devenait un prisonnier de sa propre fausse identité, condamné à vivre dans le luxe tout en étant amputé de son âme et de son histoire. Le réseau avait réussi l'impossible, transformer la plus grande honte de l'humanité en son secret le plus jalousement gardé, créant une lignée de spectres qui allait hanter le XXe siècle naissant, infiltrant les gouvernements et les institutions de leurs origines invisibles. La vérité sur le docteur Lavigne était devenue une légende urbaine pour les médecins de Nouvelle-Orléans, un conte pour effrayer les curieux, alors que les preuves de son génie documentaire dormaient dans des coffres scellés par ceux-là même qui prétendaient défendre la liberté et la justice pour tous. La machine ne s'arrêterait jamais d'elle-même, car elle était devenue l'essence même du pouvoir, un système où le mensonge est la seule vérité admise, et où l'origine d'un homme importe moins que la brillance de son nom d'emprunt et la profondeur de ses poches. À l'aube du XXe siècle, le monde que le docteur Lavigne avait tenté de mettre en garde n'était plus qu'un lointain souvenir de papier. Mais l'architecture du mensonge, elle, s'était solidifiée pour devenir une fondation invisible de la modernité européenne et américaine. La mort de la baronne de Valois en 1888 n'avait pas mis fin au réseau, elle l'avait simplement transformé en une nébuleuse de fondations fiduciaires et de sociétés écrans basées à Genève et au Luxembourg, gérées par une nouvelle génération de technocrates dont beaucoup étaient eux-mêmes des produits de cette ingénierie humaine. En 1905, un jeune détective d'Interpol, Marc-André Thibault, fut chargé d'enquêter sur une série de transferts de fonds massifs entre des banques de la Nouvelle-Orléans et des institutions d'élite à Bruxelles, découvrant avec stupeur que ces transactions étaient liées à des dossiers de pupilles de la nation dont l'origine remontait systématiquement aux anciennes plantations de Saint-Charles. L'organisation ne se contentait plus de vendre des nouveaux-nés, elle gérait désormais les carrières de ses sujets, s'assurant que les postes clés dans la diplomatie, l'industrie lourde et même la presse étaient occupés par des hommes et des femmes dont l'identité dépendait du maintien du secret absolu sur leur sang. À Berlin, les archives médicales du professeur Wonsel furent discrètement rachetées par un mystérieux consortium avant d'être envoyées vers des destinations inconnues. Mais quelques fragments suggéraient que le réseau avait commencé à s'intéresser à l'eugénisme, utilisant ses connaissances sur la malléabilité raciale pour conseiller les gouvernements sur la manière de purifier leur population par des mariages arrangés à l'échelle industrielle. En 1912, la tragédie du Titanic emporta avec elle l'un des plus grands courtiers du réseau, l'Américain Julian Becknell, dont les coffres contenaient les preuves de l'infiltration de la Maison-Blanche sous l'administration McKinley. Mais l'organisation survécut une fois de plus, prouvant que sa structure décentralisée était invulnérable aux accidents de l'histoire.
La Première Guerre mondiale fut pour le réseau une opportunité sans précédent d'effacer les traces restantes, les bombardements de villes comme Louvain ou Reims permettant de déclarer la destruction de registres paroissiaux et d'archives civiles qui auraient pu, un jour, révéler l'ampleur de la fraude. Des milliers de jeunes soldats, ignorant tout de leurs origines louisianaises, périrent dans les tranchées sous les drapeaux français, britanniques ou allemands, leur corps portant parfois encore le petit tatouage invisible derrière l'oreille, dernier vestige d'une marque de propriété transformée en symbole d'appartenance à une élite fantôme. Dans les années 1920, le jazz de la Nouvelle-Orléans inonda les rues de Paris, et avec lui, une étrange mélancolie s'empara de certains membres de la haute société, qui, sans savoir pourquoi, ressentaient un lien viscéral et inexplicable avec les rythmes venus des bayous. Marc-André Thibault, désormais à la retraite, mais toujours obsédé par son enquête inachevée, passa ses dernières années à hanter les bibliothèques de Marseille et de Toulon, cherchant des témoins oculaires des derniers débarquements secrets de la fin du siècle précédent. Il découvrit que le réseau avait utilisé des orphelinats religieux en Espagne pour stabiliser les enfants les plus typés avant de les réintroduire sur le marché matrimonial européen, créant ainsi une toile de fond génétique si complexe que même la science moderne de l'époque était incapable d'en démêler les fils. En 1934, une tentative de chantage contre un ministre français par un individu prétendant détenir les « listes de Lavigne » se solda par l'exécution sommaire du maître chanteur dans un hôtel de Nice, prouvant que le réseau disposait toujours d'un bras armé capable d'éliminer toute menace contre la stabilité de l'élite. L'organisation s'était si bien camouflée derrière la respectabilité bourgeoise que ses membres eux-mêmes ne se considéraient plus comme des criminels, mais comme les gardiens d'un ordre social supérieur, des architectes d'une humanité nouvelle, où la richesse et l'éducation pouvaient effacer les stigmates de la servitude. La montée des idéologies raciales radicales en Europe dans les années 1930 fut un défi ironique pour le réseau, car ils étaient les seuls à savoir à quel point les notions de pureté de sang étaient factices, ayant eux-mêmes injecté des milliers de lignées d'esclaves au cœur même des familles qui se prétendaient les plus pures. Ils utilisèrent leur influence pour détourner les enquêtes généalogiques trop poussées, protégeant leurs membres tout en laissant le fanatisme s'emparer des masses, créant un écran de fumée parfait pour leurs opérations qui continuaient, plus discrètes que jamais, sous la forme d'adoptions privées de luxe pour la jet-set internationale naissante. Les mères de Louisiane étaient mortes déjà longtemps, emportant leurs larmes et leurs secrets dans des tombes sans nom, mais leur héritage biologique dominait désormais les conseils d'administration des grandes banques et les chancelleries du monde entier. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le réseau avait achevé sa mission. Il n'était plus un trafic, il était devenu le sang même de la civilisation occidentale, une vérité si monumentale et si terrifiante que personne, même pas les services de renseignement les plus performants, n'osait plus l'affronter de face. Le docteur Lavigne, Henri de la Tourette et Elias Hartwell n'étaient plus que des noms oubliés, des notes de bas de page dans une histoire réécrite par les vainqueurs du grand jeu de l'ombre, tandis que les « enfants du péché » régnaient en maître sur un monde qui ignorait tout de sa propre bâtardise. Cette cinquième phase marque la victoire totale de l'apparence sur la réalité, où l'ingénierie sociale a réussi à créer une classe de dirigeants dont l'existence même est la preuve de la faillite morale d'une époque qui a préféré le confort du mensonge à la lumière de la vérité. La machine était désormais prête pour son acte final, une métamorphose qui allait lui permettre de survivre à la chaotique atomique et de s'insérer dans les structures de l'après-guerre comme une cicatrice invisible sur le visage de l'humanité, rappelant que les secrets les plus anciens sont souvent ceux qui dictent l'avenir des nations. Au lendemain de 1945, dans un monde en ruine, cherchant désespérément à reconstruire une moralité sur les cendres du fascisme, le réseau des enfants de l'ombre acheva sa mutation finale pour devenir une entité purement spectrale, diluée dans les nouvelles structures bureaucratiques de l'ONU et des grandes banques de reconstruction.
À Paris, dans un appartement poussiéreux de la rue du Bac, les notes d'Henri de la Tourette furent brièvement exhumées par un jeune historien avant d'être saisies par une branche obscure des services de renseignement agissant sous des ordres dont la source remontait à des familles dont les ancêtres n'auraient jamais dû figurer dans l'almanach de Gotha. La technologie du milieu du XXe siècle, avec l'émergence des premiers tests sanguins et des balbutiements de la génétique moderne, représentait une menace mortelle pour le secret, mais le réseau utilisa précisément ces outils pour valider les nouvelles identités qu'il avait créées, falsifiant les bases de données médicales avec une aisance déconcertante. Le docteur Lavigne, dont le nom n'était plus qu'un murmure dans les archives de la Nouvelle-Orléans, aurait été terrifié de voir que sa découverte n'avait pas libéré les opprimés, mais avait permis à une élite de fabriquer une immunité historique totale, protégée par des couches de légalité internationale et de prestige social. En 1948, lors d'un gala de bienfaisance à Genève, on aurait pu croiser des descendants de ces nourrissons vendus un siècle plus tôt, désormais diplomates, mécènes ou capitaines d'industrie, portant en eux, à leur insu, la résilience et la force des femmes qui avaient pleuré leur disparition sur les rives du Mississippi. Le silence des mères de Louisiane était devenu le silence du monde moderne, une amnésie collective orchestrée par ceux qui possédaient tout sauf la vérité sur leur propre origine. Les enquêtes de Sterling, de Hartwell et de Jennings furent classées comme des théories du complot avant même que le terme ne soit inventé, leurs preuves détruites ou enterrées si profondément que seul un cataclysme global pourrait les faire remonter à la surface. La baronne de Valois et ses complices avaient réussi le crime parfait, non pas en tuant leurs victimes, mais en les transformant en leurs propres héritiers, liant ainsi le destin de l'oppresseur à celui de l'opprimé dans une étreinte biologique indissociable. Alors que les années 1950 commençaient, marquant la fin de notre récit, l'histoire des 47 premiers enfants de Lavigne s'était ramifiée en des milliers de lignées invisibles, une diaspora de l'ombre qui habitait désormais les palais de l'Europe et les gratte-ciels d'Amérique, formant une aristocratie secrète du sang mêlé sous le masque de la pureté. Le réseau n'avait plus besoin de réunions clandestines ou de codes maritimes. Il vivait à travers les préjugés, les systèmes de classe et l'hypocrisie de ceux qui, tout en prônant l'égalité, craignaient par-dessus tout de découvrir un ancêtre esclave dans leur arbre généalogique. Le grand mensonge de la Nouvelle-Orléans était devenu le grand mensonge de la civilisation occidentale, une fondation fragile sur laquelle reposait un monde qui se croyait nouveau alors qu'il n'était que le recyclage d'une tragédie ancienne. Les cris des mères dans la nuit des plantations ne s'étaient jamais éteints, ils s'étaient simplement transformés en une fréquence basse, inaudible pour ceux qui ne voulaient pas entendre, mais omniprésente dans la structure même de la réalité sociale. En refermant le dossier de cette conspiration séculaire, on réalise que l'histoire officielle n'est qu'un décor de théâtre et que derrière le rideau se joue une pièce bien plus sombre, où les identités sont des marchandises et où la mémoire est un luxe que seuls les vaincus se permettent de chérir. Le docteur Lavigne, en documentant l'impossible, nous a laissé un testament de vérité qui, bien que fragmenté et trahi, continue de briller comme une bougie dans l'obscurité des archives, rappelant que chaque être humain est le porteur d'une histoire que personne, malgré toute la puissance de l'argent et du secret, ne peut totalement effacer. La saga des enfants vendus comme blancs s'achève ici, non pas par une révélation éclatante, mais par la reconnaissance amère que nous marchons tous parmi des fantômes et que la vérité sur nos origines est souvent plus étrange et plus cruelle que toutes les fictions que nous avons construites pour nous protéger du passé. Le grand mensonge de la Nouvelle-Orléans était devenu le grand mensonge de la civilisation occidentale, une fondation fragile sur laquelle reposait un monde qui se croyait nouveau alors qu'il n'était que le recyclage d'une tragédie ancienne. Les cris des mères dans la nuit des plantations ne s'étaient jamais éteints, ils s'étaient simplement transformés en une fréquence basse, inaudible pour ceux qui ne voulaient pas entendre, mais omniprésente dans la structure même de la réalité sociale.
L'ombre de l'Atlantique s'étend désormais sur chaque continent et le sang de la Louisiane coule incognito dans les veines de ceux qui croient diriger le monde, prouvant que la plus grande victoire du réseau fut de convaincre ses propres victimes qu'elles étaient les maîtres du jeu. Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé, il s'est simplement déguisé en futur, portant un costume de soie et un nom prestigieux, tout en gardant jalousement le secret de sa naissance dans la boue et la sueur d'un monde disparu. Ainsi se termine la chronique d'une trahison universelle, un voyage à travers les ténèbres de l'ambition humaine qui nous rappelle que la couleur de la peau n'est qu'un voile et que la véritable identité d'un peuple se cache dans les secrets qu'il refuse de se raconter à lui-même.